grâce au NFT, finalement, c'est de vous permettre de ne pas vendre seulement une bouteille de vin, mais aussi de vendre derrière des services associés, de manière à pouvoir engager votre communauté. En fait, le QR code est intégré sur une contre-étiquette avec un jeu visuel, etc. On peut même associer la réalité virtuelle. L'IA, on appelle ça l'intelligence artificielle. Sur le côté intelligence, ok. Sur le côté artificiel, je dirais qu'on peut le décliner en intelligence alternative ou intelligence augmentée. Bienvenue pour ceux qui n'étaient pas là en live ou en vrai ou en digital. Je suis Blue Shai, je représente la WineTech, qui est le mouvement de l'innovation dans le vin, mouvement national. Et je suis ravie d'animer une table ronde sur qu'a-t-on appris sur les NFT dans le vin jusqu'à présent et d'accueillir 2 intervenants et non 3, puisque malheureusement Laurent David ne peut pas se connecter en visio. J'accueille donc Sylvie Busca, CEO de Wine in Block, et Pierre-Adrien Fleurant, consultant vin et spiritueux pour Ariani. Je vous laisse vous présenter déjà rapidement. Bonjour à tous, Sylvie Busca, fondatrice et CEO de Wine in Block. Donc, comme son nom l'indique, nous on met la technologie blockchain au service des vins et spiritueux pour à la fois permettre l'authentification des bouteilles par tous et partout dans le monde, pour assurer une traçabilité des bouteilles aussi, lutter contre les marchés parallèles, notamment, par exemple, je sais que c'est un vrai sujet pour vous. On s'occupe aussi de toute la partie qualité. On va veiller sur le vin, sur la qualité des vins pendant leur transport et leur stockage. Et je vous montrerai le dispositif que l'on a développé pour ça. Et enfin, on s'occupe aussi on propose aussi des solutions Web3 NFT pour vous permettre en fait de créer une véritable innovation au niveau de l'expérience client sur 2 dispositifs. Voilà. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Pierre-Adrien Fleurant. À l'origine, je suis dans le secteur des vins et spiritueux depuis une vingtaine d'années, plutôt à l'international. Je travaille pour plusieurs maisons, Linge-Bache, Chapoutier, plus récemment le groupe Torres en Espagne, pour ceux qui connaissent un petit peu la région. Et voilà, pour la petite anecdote, je suis venu pratiquement en voisin, puisque j'ai ma famille qui habite à Lansargues, donc Barcelone-Lansargues, ça se faisait assez bien, et je suis très, très heureux d'être là. Alors moi, aujourd'hui, je fais du conseil pour la société Ariani, qui en fait est un des leaders dans le Web3 et dans les NFT, notamment sur l'industrie du luxe, donc qui travaille avec des grands noms comme Vacheron Constantin, comme Yves Saint Laurent, etc. Mais comme on va le voir, tout cet écosystème et ces applications ne sont pas réservés au secteur du luxe. Bien au contraire, c'est d'ailleurs plutôt une idée reçue qu'on a généralement, mais ça peut s'appliquer aussi à des produits de consommation beaucoup plus courante, beaucoup plus généralisée. Donc voilà, on va le voir peut-être un petit peu plus tard, mais Ariani, c'est plutôt sur une partie, on va dire, passeport digital du produit, fidélisation, donc avec des cas d'usage intéressants. Justement, avant de démarrer, et je refais un lien avec la présentation précédente, dans le livre blanc notamment, vous avez eu un glossaire à la fin qui détaille tous les concepts, les fondamentaux. Et peut-être avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut justement revenir sur les fondamentaux de la blockchain, du Web3, des NFT? Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Pierre-Adrien, tu peux démarrer? Ouais, ça marche. Sylvie, tu compléteras si... alors, peut-être commencer par la blockchain, parce que c'est vraiment le moteur du système. Donc, la blockchain, en fait, c'est une technologie à la fois de stockage et de transmission d'informations qui est sécurisée, transparente et qui n'est pas régie par un organisme centralisé de contrôle, disons. Alors, pour prendre un exemple de notre vie courante, en fait, quand on va à la banque ou quand on fait une transaction avec notre banque, on opère des transactions financières, mais on le fait avec un organisme qui centralise pour nous ces informations. Lorsqu'on va sur Facebook, on échange nos données personnelles et on échange avec nos amis, notre famille, mais on le fait en échangeant des informations avec un organisme, ou en tout cas une entité qui centralise les informations pour nous. En fait, la promesse de ce qu'on appelle le Web3, c'est-à-dire un web décentralisé, c'est justement d'utiliser la blockchain comme système en fait décentralisé de stockage et de transmission d'informations pour pouvoir en fait être nous-mêmes propriétaires de ces informations. Alors on peut penser à plein de cas, on va les voir, donc je vais pas répéter ce qu'on va dire plus tard, mais ça ouvre des opportunités très intéressantes en termes de marketing, de communication avec le consommateur qu'on n'avait pas avant.
Ça, c'était la partie blockchain. Je ne sais pas si tu veux partie des NFT. On peut juste rajouter que la blockchain est née en 2008, globalement. Quand et pourquoi? Tout simplement pendant la crise des subprimes, où en fait, il est apparu nécessaire, auprès de certains développeurs, de créer vraiment un socle technologique qui puisse permettre la transmission et le stockage d'informations de façon sécurisée, sans avoir, et là je te rejoins à ce que tu dis, besoin d'un organe central de certification, de manière à être totalement libre. On peut dire quelque part que la blockchain, c'est un peu la technologie, le socle d'une technologie qui libère en quelque sorte la notion de propriété, en tout cas, et de transmission de propriété. Voilà. On se réapproprie la propriété des choses et on permet à tout un chacun de transférer la propriété sans avoir forcément besoin d'un organe central, en fait. Voilà. Et du coup, le NFT dans tout ça est venu logiquement. Alors, les NFT, en fait, utilisent ce moteur, en fait, cette technologie. Et en fait, un NFT, c'est en anglais, c'est non-fungible token, donc c'est-à-dire que c'est un jeton qui n'est pas interéchangeable. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez un billet de banque, par exemple, un billet de 10 € peut être remplacé par un autre billet de 10 €. Bah là, en fait, un NFT, c'est comme un jeton digital qui peut être en fait relié soit à un objet physique, donc ça peut être cette bouteille de vin, par exemple, mais ça peut être aussi une expérience, ça peut être un service. En fait, si vous voulez, c'est l'équivalent digital de quelque chose qui existe réellement dans la réalité. Et ça peut ouvrir donc la voie à de la fluidité, de la transaction, de l'expérience, etc. Donc les NFT utilisent la technologie blockchain dans le cadre d'un environnement Web3 qui est un type de web décentralisé. Merci beaucoup. Je pense qu'on était bien sur les fondamentaux version accélérée. Donc on voit donc que le potentiel il est assez énorme et qu'un NFT ne se limite pas à un seul cas d'usage. On va ensemble lister et tenter de les illustrer avec des témoignages de domaines qui auraient déjà testé tout ça. On en a listé exactement 7. On démarre avec le premier. Est-ce que, avant de lancer la petite vidéo, tu peux nous en parler, Sylvie? C'est l'authentification. Donc ça, ce sont nos 7 cas d'usage. Le premier domaine, c'est Aquilé. Oui, c'est ça. Alors, Aquilé, c'est un domaine alsacien avec lequel on travaille. Alors c'est un petit domaine qui fait partie d'un collectif de vignerons qui travaillent en biodynamie. Alors il y a plusieurs vignerons en fait dans le collectif Liane. Le collectif s'appelle Liane, qui se trouve un petit peu partout en France. Et ils ont décidé, chacun à leur tour, et donc le premier domaine c'est Aquilé, de mettre en marché des vins exclusivement grâce au NFT. Pourquoi? Pour se reconnecter avec leurs consommateurs, les amateurs de leur domaine. Et donc, ils ont décidé de créer, en plus de mettre en marché une cuvée unique dont l'intégralité de la production est donc mise en marché grâce à une plateforme qui s'appelle notre plateforme qu'on vient de développer, de mettre en marché, qui s'appelle Roman, qui permet donc de connecter, de trader et de permettre aussi aux clients de savourer en fait leur vin directement avec le producteur. Donc là, c'est une mise en vente, en marché de vin directement vers le consommateur final. Très bien. C'est ouvert depuis le 21 juin. Et on a les fondateurs du domaine qui ont fait une petite vidéo. Voilà. On va lancer. Bonjour. Avec mon frère Jean, du domaine Aquilé, on a décidé de vous présenter une cuvée un peu particulière. Alors elle est particulière parce qu'on a l'habitude de nous connaître via des vins plutôt secs par rapport à nos profils, mais celle-là, ce sera la première des vendanges tardives du domaine. Alors pourquoi une vendange tardive? Parce que du coup la nature nous a permis de faire une vendange tardive en 2017, parce qu'on avait gelé, on a pu récolter les raisins plus tard avec des raisins bien chargés en sucre. Et la fermentation, du coup, s'est naturellement arrêtée. Donc, on est sur une première cuvée un peu sucrée pour le domaine Aquilé. Mais du coup, c'est un Riesling qui est sur des sols granitiques, mais sur des sables graves. Et donc, on a la richesse des tout petits volumes avec des grandes concentrations, mêlée à la fraîcheur du Riesling sur des sols qui, en plus, sont filtrants, donc qui affinent encore le produit. La cuvée est aussi particulière parce que c'est une cuvée unique qui est la première vendange tardive du domaine et elle ne compte que 235 bouteilles. Donc pour ces 235 premières bouteilles qu'on a décidé de garder pendant un moment, puisqu'on les a gardées depuis 2017, on a voulu vous certifier la meilleure traçabilité possible
Raison pour laquelle, du coup, on a lié pour la première fois une cuvée du domaine à des NFT. Ce qui vous permet à la fois de garder les bouteilles dans le temps, soit chez nous, soit chez vous, mais aussi, du coup, de pouvoir, pour ceux qui le souhaitent, les revendre plus tard ou bénéficier d'une cuvée avec une traçabilité un peu plus particulière. On vous en remercie. Salut. Bonne dégustation. C'est une toute petite cuvée et ce qui est intéressant, c'est que voilà, il s'autorise aussi le droit d'innover et je trouve ça plutôt chouette. Et ce qu'il a précisé, je ne vous ai pas précisé plus tôt, c'est donc la mise en marché grâce au NFT, mais ce qui va permettre aussi la revente des bouteilles grâce à la même marketplace. Donc ce qui veut dire qu'en fait, les acquéreurs de NFT, les clients du domaine Aquilée, vont faire l'acquisition d'une bouteille, mais ils vont pouvoir aussi éventuellement revendre cette bouteille, soit la récupérer pour la boire, mais ils vont pouvoir aussi éventuellement revendre la bouteille grâce à la marketplace. Voilà. Et le domaine Aquilée va percevoir des redevances, des royalties dont vous parlez Bluen tout à l'heure, oui. Sur la revente chaque fois que la bouteille est revendue. C'est une façon pour eux aussi de se dire on se réapproprie nos circuits de distribution. Alors sur cette cuvée uniquement, il ne s'agit pas d'éradiquer tous les circuits de distribution, bien évidemment, mais sur cette cuvée, de s'affranchir un peu des circuits de distribution traditionnels, de s'offrir une nouvelle audience, un nouveau type de consommateur, et de créer du lien aussi direct avec lui, avec eux. Voilà. Merci beaucoup. En effet, ce témoignage et cet exemple illustre et coche les cases de plusieurs cas d'usage. Là, on a vu l'authentification. On va passer à la fidélisation et au membership VIP avec le cas Pape Clément. Ouais. Peut-être, si tu veux bien, juste oui. Une petite mise en contexte, parce que c'est vrai que on est tous du vin. Et en fait, ce qui peut tous nous frapper, je pense, nous marquer, c'est qu'on est probablement dans un des secteurs d'industrie où le lien, comme on dit en marketing, d'affiliation avec le client est le plus fort. Et paradoxalement, on est probablement aussi un des secteurs les plus fragmentés. Entre le producteur et le consommateur final, si vous expédiez une bouteille aux États-Unis, et je pense qu'il y a plusieurs exemples dans la salle, vous avez 4, 5, 6 intermédiaires. Et pourtant, le consommateur est demandeur d'un lien direct avec le producteur. Donc il y a un vrai paradoxe. Et c'est une des promesses justement du Web3. J'ajouterais peut-être une deuxième chose, c'est qu'on voit tous que les coûts de marketing, les coûts de mise en marché sont de plus en plus importants. Quand vous voyez, certains s'en souviennent peut-être, il y a peut-être 10-15 ans, on parlait de 5% de budget marketing pour certains importateurs. Aujourd'hui, on est plutôt à 10. Quand on va chercher certains marchés de monopole, plutôt à 15 ou 20. Donc on a une hausse des coûts marketing et en même temps une hausse des prix des matières premières énergétiques. Et je crois qu'on en est tous conscients. Donc il y a un effet de ciseau qui fait qu'en fait les marges s'amenuisent et avec des coûts d'acquisition des clients nouveaux qui sont toujours plus importants. Et je pense qu'il fallait peut-être commencer par ça parce que oui. C'est vraiment, je pense, un des points fondamentaux du Web3, des NFT, mais également de tout ce qu'on est en train de dire, c'est d'essayer d'acquérir des nouveaux clients à moindre coût. Parce que je pense qu'on est tous là pour ça aussi. Donc, ouais, je te remercie. Donc comment ça fonctionne vraiment concrètement ? Vous avez en fait une bouteille de vin, lorsque vous voulez, là, avant de rentrer dans le détail de ce que serait un programme de fidélité lié au Web3, en fait, vous imaginez que vous avez une bouteille de vin et qu'en fait, derrière, il y a un QR code qui vous permet en fait que vous devez scanner et vous allez récupérer en fait le jumeau digital de cette bouteille. Et vous allez en fait l'intégrer, vous allez l'ajouter dans un wallet. Donc un wallet, c'est comme une application en fait sur votre téléphone. Et puis vous allez avoir en fait votre bouteille digitale qui va être dans votre cave virtuelle. Ça met à peu près 30 secondes, c'est vraiment pas trop compliqué. Et une fois que vous l'avez fait une fois, donc si vous voulez le faire à vos clients, faut leur donner des incentives et des raisons de le faire, mais ça à la limite c'est comme tout programme de fidélité. À partir du moment où vous l'avez déjà fait une fois, que vous avez créé votre cave virtuelle, ça dure une demi-seconde. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous scannez une bouteille, vous pouvez l'ajouter à votre cave digitale. Donc c'est assez facile d'utilisation. Et donc du coup, je contextualise beaucoup, mais c'était pour expliquer un peu comment fonctionne le programme de fidélité. C'est que ce programme de fidélité, c'est un peu comme un CRM, on va dire 3.0, qui vous permet en fait de fidéliser vos clients et de les inciter justement à ajouter des bouteilles virtuelles de votre domaine dans leur cave. Donc en gros, d'acheter plus de vos vins, pour faire clair. Donc on peut imaginer par exemple plusieurs niveaux. Là, on a découpé une bouteille de Pape Clément. J'espère que les gens de Pape Clément ne nous en veulent pas d'ailleurs. Mais premier niveau, on peut imaginer en fait vos clients les plus, je vais dire, tous vos clients, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont au moins une bouteille de votre domaine dans leur cave, qui soient au Japon, à Londres, à Montpellier ou à Béziers. Donc là, en fait, vous pouvez leur dire, à tous ces gens-là, on va leur offrir en fait une dégustation virtuelle.
Ça, vous pouvez le faire parce qu'il n'y a pas de limitation du nombre de personnes. Vous pouvez dire, en fait, mardi prochain à 18 h, tous ceux qui ont récupéré en fait, un NFT, mais en réalité, on n'emploie pas le mot NFT, mais une bouteille de mon domaine dans leur cave virtuelle, on leur offre en fait une dégustation virtuelle avec l'œnologue en chef du domaine, par exemple, ou une masterclass sur votre appellation ou sur un millésime. Donc là, vous faites de l'engagement client, là, vous donnez du contenu qualitatif, et en même temps, évidemment, vous les engagez et vous allez les amener à répéter éventuellement leurs achats. Ça, c'est le premier niveau. On peut imaginer, par exemple, que pour tous ceux qui ont, mettons, 2 ou 3 références ou 2-3 millésimes, donc on sait déjà qu'ils ont quand même un certain niveau de fidélité, vous pouvez en fait leur dire, à la fois vous avez accès à des expériences virtuelles, mais en plus, si vous passez dans la région, vous avez le droit à une dégustation au domaine gratuite, par exemple. Ou alors vous avez un accès privilégié à certaines cuvées un peu plus exclusives ou des vieux millésimes, par exemple. Je sais que on sait tous que les vieux millésimes, il n'y en a pas pléthore. Vous pouvez par exemple les donner à vos clients les plus fidèles. Puis le dernier niveau, mais c'est un exemple, on peut en mettre 8 si on veut, mais le dernier niveau, ce serait par exemple des expériences VIP. Tous ceux qui ont, 60 bouteilles de votre domaine dans leur cave, vous pouvez leur offrir, soit 2 jours VIP au domaine ou une barrique de vin personnalisée, enfin tous les autres outils marketing dont vous disposez déjà. Mais du coup, c'est super intéressant parce que vous allez pouvoir savoir, non pas qui a acheté et acheté une bouteille de votre vin et puis qui a dû remplir un formulaire, on sait tous que c'est super rébarbatif, mais en fait, quelqu'un qui a juste scanné la bouteille et vous allez savoir, non pas nominativement qui c'est, mais quel millésime il a, combien de cuvées il a dans sa cave. Donc vous allez connaître la façon dont il achète vos vins. Donc c'est assez puissant. Et du coup, ça fait le lien avec avec Pape Clément. Exactement. Donc là, en fait, c'est à peu près. Alors c'est un petit peu entre le système de fidélisation et ce qu'a décrit tout à l'heure Sylvie aussi, avec en fait une bouteille qui est accrochée, en fait un NFT qui est accroché à une bouteille physique et en même temps à de l'expérience derrière. Donc là en fait c'est Château Pape Clément qui à l'occasion de sa 770e vendange, c'est ça, 1252, donc 770e vendange, a créé en fait une cuvée spéciale qu'ils ont appelée 1252, auquel ils ont attaché en fait un NFT, donc c'est-à-dire l'équivalent digital de cette bouteille physique. Ils l'ont mis en marché, avec beaucoup de succès d'ailleurs, et en fait les gens ils ont acheté à la fois forcément la bouteille physique, mais également la bouteille digitale, et la bouteille digitale dans ce fameux wallet, en l'occurrence Ariani, leur permettent d'accéder à du contenu exclusif. Donc par exemple, Château Pape Clément leur envoyait des vidéos du vin à chaque étape de sa fabrication, donc au moment de la vinification, au moment du vieillissement, de la mise en bouteille, avec des interviews par exemple de l'œnologue. Et on voit que le niveau d'engagement des gens qui achètent ce genre de bouteille est hyper élevé, parce qu'il y a un sentiment d'exclusivité, c'est du contenu qualitatif, on ne parle pas de promotion prix, on parle de contenu qualitatif, donc il ne s'agit plus de baisser les prix comme on fait un 4e bouteille gratuite pour 3 achetés. Enfin, voilà, il y a vraiment du contenu qualitatif qui intéresse en fait le consommateur final. Et autre expérience exclusive, voilà, vous voyez une petite liste ici sur classement à l'hôtel du château, etc. Donc en fait, c'est vraiment un package complet, non seulement la bouteille, mais également tout ce qui se raccroche derrière. Donc on peut imaginer pas mal de choses, Sylvie, à ce sujet. Est-ce que tu veux compléter et on fera la transition, faire justement le cas d'usage, enfin, en tout cas le point interaction. Je demande à Sylvie si elle voulait compléter. Oui, non, tout à fait. Le membership, on était encore au membership. Fidélisation et membership. Oui, on est sur les deux. Oui, tout à fait. L'idée, c'est, grâce au NFT, finalement, c'est de vous permettre de ne pas vendre seulement une bouteille de vin, mais aussi de vendre derrière des services associés, de manière à pouvoir engager votre communauté. Et c'est ça qui est intéressant, parce que finalement, en faisant l'acquisition d'un NFT, quel que soit le moyen, en faisant l'acquisition d'un NFT, le client va non seulement acheter une bouteille de vin, mais il va acheter aussi, il va épouser un petit peu votre environnement, et il va faire partie de votre communauté. Parce que finalement, c'est ça que j'ai une mouche, excusez-moi. C'est ça que les consommateurs adorent, c'est vraiment intégrer, faire partie. Quand on aime un vin, on a envie de savoir qui le fait, on a envie de savoir comment il est fait, on a envie vraiment d'épouser la culture, tout l'environnement du domaine. En tout cas, c'est nous deux, enfin, on travaille dans le vin depuis longtemps, on a travaillé pour des distributeurs, et vous le savez, les clients, où qu'ils soient dans le monde, ont besoin d'avoir ce lien avec vous, avec les domaines. Voilà. J'ajouterais juste un petit truc, parce que tu viens d'évoquer la distribution. On dit toujours que le Web3, les NFT, en fait, c'est une façon de squeezer, pardon pour le mot, enfin de passer outre la distribution. En réalité, pas du tout, parce qu'il
imaginez tout ce que vous pouvez faire avec des distributeurs ou des chaînes de magasins en termes d'activation, de programmes, de gaming même, comme on dit, donc des jeux, des concours, etc. En fait, c'est beaucoup plus de choses qui sont aujourd'hui possibles, au-delà de ce qu'on pouvait faire de marketing traditionnel. Absolument. On passe à l'interaction. Je ne sais pas si vous voudrez compléter, mais on devait avoir Laurent David qui devait un peu nous présenter le cas d'Edmus, qui a en fait mis en vente 10 magnums NFTisés du château Edmus et ornés d'une œuvre d'art unique dessinée par un célèbre tatoueur. Ça a été assez incroyable comme expérience parce que les magnums sont partis très vite et à des prix assez élevés. On discutait tout à l'heure avec Marc, qu'on verra après, est-ce que les Bordelais ont été précurseurs? C'est vrai qu'on a vu beaucoup de choses à Bordeaux au départ, mais sur l'interaction, j'ai l'impression qu'on c'est ce qui s'est pas mal développé. Est-ce que vous avez des cas en tête ou des choses que vous voudrez préciser? Pas spécifiquement. Pas spécifiquement, non. Pas toi. On va passer au passeport digital du produit. On en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Avec Maison Marler. Ouais. Alors ça c'est une maison qui est pas très loin de nous. C'est une maison du Sud-Ouest, donc ils ont des appellations type Côte de Gascogne, Badiran, etc. Très belle maison. Et en fait ils ont fait une expérimentation avec nous, Ariani, et en fait sur justement le passeport digital du produit. Donc là en fait on voit un peu plus visuellement ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure, c'est imagine une contre-étiquette, alors on peut la faire aussi de façon un peu différente, mais une contre-étiquette où au lieu d'essayer de mettre, comme on le sait, on essaie de mettre le plus d'informations possible parce que c'est l'espace qu'on a en général pour mettre les accords mets et vins, etc. On la change un petit peu. Là, on est plus sur un mode un peu club, donc c'est adhérer au club, adhérer à la communauté. Donc rejoignez le club Marler et là, accédez à votre cave virtuelle, des dégustations en ligne, etc., des vidéos exclusives. Donc en fait, là, ils incitent le consommateur à scanner le QR code. Et en scannant le QR code, ils récupèrent la bouteille virtuelle, ils la mettent dans leur cave virtuelle et ils bénéficient de ces avantages. Donc là, on est vraiment dans un mode club de fidélité. Ouais, okay. Tu peux y aller. Pardon. Voilà. Alors, une fois qu'on a scanné, on arrive là-dessus. Et je voulais faire un petit point, parce que c'est vrai que on est tous, je pense, concernés par la réglementation européenne sur les informations nutritionnelles et les ingrédients. Gros sujet. Donc là, c'est vrai que le passeport digital du produit sert pas que à ça, mais sert aussi à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir, une fois qu'on a scanné le QR code, je suis consommateur, j'accède sur la fiche de l'atelier IGP Côte de Provence de la Maison Marler, et immédiatement, la première chose qui est proposée, c'est ingrédients, déclaration nutritionnelle. Et là, alors on ne le voit pas trop, parce que j'ai fait une impression écran, mais ça, c'est pas terrible. En fait, on peut voir, il y a une liste déroulante, oui. Et en fait, on a les glucides, etc., et toutes les informations demandées. Donc ça, c'est 100% conforme avec la réglementation, parce que la réglementation dit il faut absolument que dès la première page, si c'est digitalisé, que les premières informations qu'on voit, c'est les informations nutritionnelles. Donc là, c'est 100% conforme. Et là, ouais, tu peux passer, Blouane. Super, voilà, donc là, c'est quand on étend la liste. Vous voyez, donc il y a tout ce qu'il faut. Vas-y encore. Et là, du coup, une fois qu'on a passé ça, donc on n'est pas obligé de passer toute la liste déroulante. Il y a une petite liste qui fait une petite flèche pour dérouler tout ça. Mais on passe tout de suite après à des informations, du contenu beaucoup plus pertinent, beaucoup plus marketing. Enfin, en gros, le storytelling de votre domaine. Avec là, si on devait cliquer. Des vidéos, par exemple, de l'œnologue qui est au milieu des vignes, qui explique l'histoire de sa maison, qu'est-ce qui fait que ce terroir est particulier, enfin, tout ce qu'on doit raconter sur notre vin et qu'on ne peut pas faire parce que la contre-étiquette est trop petite généralement pour le faire. Donc là, c'est vraiment du contenu vidéo engageant, dynamique. Là, ils parlent aussi de leurs actions environnementales parce qu'ils sont très engagés sur ces démarches-là. Vas-y, ouais. Carte d'identité du vin, donc là, il y a beaucoup d'infos. Et ouais, il y avait un dernier slide, mais c'est pas grave. En gros, on voit ici que ce qui est vraiment intéressant, c'est une fois qu'on est allé sur cette fiche d'identité du produit qui est accessible à tout le monde, là on peut ajouter en fait la bouteille de vin digitale et devenir en fait rejoindre le club. Et là, en rejoignant le club, donc en ajoutant en fait la bouteille dans sa cave digitale, on a accès à tous les services qui sont annoncés sur la contre-étiquette, c'est-à-dire des dégustations virtuelles, des visites VIP du domaine, etc., etc.
Donc voilà, il y a vraiment la partie, c'est un peu freemium entre guillemets, c'est-à-dire la partie gratuite où il y a déjà beaucoup plus d'infos que d'habitude, et puis en même temps toute la liste des bénéfices supplémentaires. En effet, sur la partie valeur nutritionnelle, il y avait 2 startups aujourd'hui, 2 solutions dans ma bouteille. Adrien, qui est encore là, et Nutrilabel, pourra faire le lien, et c'est un vrai sujet cette année. En effet, on a vu les QR codes, ça rejoint le sujet traçabilité que tu vas peut-être pouvoir nous décrire et nous illustrer avec Quib et d'autres exemples. Oui, alors nous, on a 2 dispositifs, en fait, à la fois aussi un dispositif de passeport digital et un dispositif de traçabilité. Alors, on a choisi une technologie un peu différente. Nous, on associe la technologie blockchain au NFC. Donc, le NFC, c'est ce que vous avez dans votre carte de crédit. Donc, le passeport, en fait, est enregistré entièrement dans la blockchain. Et nous, on y intègre aussi des données de traçabilité. De manière à pouvoir garantir une forme de provenance en fait jusqu'au consommateur final. Donc là, en fait, je peux vous montrer tout à l'heure, hein, si vous venez à moi, on place un petit tag NFC derrière la contre-étiquette. C'est un procédé d'imprimerie relativement simple, et vous étiquetez vos bouteilles comme vous avez l'habitude de le faire. Ce tag, bien sûr, a un système anti-arrachement et un système anti-clonage aussi, qui est spécifique à Wine in Block. Et il va permettre l'authentification de la bouteille en plus. Donc voilà, donc d'un simple scan avec le smartphone, le consommateur ou l'intermédiaire va pouvoir accéder, déjà identifier la bouteille, s'assurer de son authenticité, et ensuite aussi également accéder aux informations sur le produit, sur le domaine, aux informations de traçabilité aussi. Voilà. Et le deuxième dispositif que l'on a développé, c'est le Quib. Donc le Quib, c'est un petit boîtier électronique en fait qui va venir se placer à l'intérieur d'une caisse pour les très grands vins, ou sur une palette, ou éventuellement dans un container, et qui va venir tracer les températures et l'hygrométrie des vins pendant leur transport et leur stockage. Toujours pareil, en fait, toutes les données sont enregistrées dans la blockchain, donc elles sont infalsifiables, personne ne peut les modifier, donc ce qui fait qu'en cas de litige, forcément tout le monde est d'accord, puisque nous on sait à quel moment le vin a été mis en danger ou pas. Voilà. Donc ça, c'est très utile. On a pas mal de succès avec ce petit boîtier, parce que c'est vrai que ça fait écho à pas mal de problématiques des domaines. Alors, des grands domaines aux domaines aussi, mais qui ont des vins plus entrée de gamme, mais qui vont, eux, l'utiliser pour au niveau du container ou même de la palette. On a notamment un distributeur américain, un gros distributeur américain, Kermit Lynch, qui l'utilise sur tous ces transports, par exemple entre Bonn, puisqu'ils ont un bureau à Bonn, entre Bonn et la Californie, ou entre l'Italie et la Californie. Voilà. Il y en a d'autres domaines. Alors ça peut être des domaines, des importateurs, ou voire les transporteurs sont un peu moins enthousiastes à l'idée de l'utiliser, mais certains s'y intéressent malgré tout. Voilà. Et toujours pareil, en fait, l'information est accessible d'un simple smartphone. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que finalement, que ce soit un consommateur ou même un professionnel, avec le smartphone, vous pouvez scanner le Quib et tout de suite, immédiatement, vous assurer que le vin a été bien stocké ou bien transporté, ou s'il y a eu un problème, à quel moment le problème est intervenu, et du coup, vous retournez de... Voilà. Merci. On arrive au dernier, mais on voit déjà que le champ des possibles qu'on a listé ici, c'est la revente. On n'a pas identifié de cas, mais si vous pouvez en dire quelques mots. J'en ai un petit peu parlé au tout début. Exactement. Avec Aquilé. Voilà. Aquilé, le NFT. Donc là, on revient à la technologie NFT, qui est un composant en fait de la blockchain, qui est un système d'enregistrement, si on veut être précis, dans la blockchain. Quelque part, on pourrait presque associer le NFT à un certificat de propriété digitale. Oui. Et donc, il y a forcément qui peut donc vous faites l'acquisition d'un NFT, vous devenez propriétaire de ce NFT, mais vous allez aussi pouvoir transférer la propriété de ce NFT. Et donc, de fait, la propriété de la bouteille qui est associée au NFT. D'accord ? Et donc, certains domaines se servent du NFT avec, si vous voulez, l'idée que leur bouteille pourrait être revendue très facilement grâce à une plateforme, une marketplace Roman que je vous ai montré par exemple au tout départ. Donc, et pourquoi ? Ça a un intérêt aussi parce que bien sûr, du coup, si vous avez acheté un NFT, vous savez parfaitement que la bouteille a été authentique, vous savez comment elle a été stockée puisqu'elle a été stockée par le domaine, donc la provenance est parfaite. Et si le domaine le souhaite, il peut éventuellement percevoir des royalties chaque fois que la bouteille est revendue.
Donc il peut se dire, bah, tiens, si la bouteille est revendue sur le second marché, lui il a mis en vente sa bouteille sur le premier marché, un client a fait l'acquisition de cette bouteille et ce client va pouvoir revendre la bouteille sur le second marché au prix qu'il souhaite. Ce n'est pas le domaine qui décide du prix, c'est le client qui décide du prix. Et le domaine va éventuellement pouvoir percevoir une redevance. Ce n'est pas obligatoire, mais il va éventuellement pouvoir percevoir une redevance chaque fois que sa bouteille sera revendue sur le second marché. Alors, attention, vous allez me dire, ah oui, mais alors là, ça va favoriser la spéculation. Ce qu'il faut bien comprendre dans les NFT, c'est que nous, on est capable de s'adapter à la politique commerciale de chaque domaine. Vous voulez pas de spéculation? On ne fait pas de spéculation. Il suffit de mettre des redevances super élevées. Et à ce moment-là, la bouteille ne sera jamais revendue parce que le premier acquéreur de NFT n'aura absolument aucun intérêt à revendre sa bouteille parce que sinon, toutes les redevances iront au domaine. Donc, il y a moyen, grâce au NFT, vraiment d'adapter, parce qu'on ne l'a pas dit, mais un NFT, ça fonctionne avec un smart contract, donc un contrat intelligent. Et dans le contrat intelligent, on va y mettre les règles que vous souhaitez et qui seront adaptées à la stratégie commerciale de chaque domaine. Donc, vous voulez pas de spéculation, on fait pas de spéculation. Vous voulez la spéculation, non. Vous voulez des royalties, on fait des royalties. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut prévoir, on a des domaines, on va faire des drops avec des domaines qui, eux, choisissent d'avoir des royalties sur la vente, sur la mise en marché, sur la revente des vins, mais ces royalties ne sont pas pour eux, ça va être pour une association. Donc ça peut être pour des bonnes œuvres aussi, c'est pas forcément des royalties à des fins comment dire, de repartage de la création de valeur, mais ça peut être aussi des royalties à des fins vraiment de bonnes œuvres tout simplement. Et ça, c'est un outil aussi plutôt intéressant. Super, merci beaucoup. Merci à vous deux. On a un peu tout listé. En conclusion, chacun, je suis un domaine, je veux m'y mettre. Quels conseils, quelles sont les barrières éventuellement à l'entrée ou enfin de ce que vous pouvez constater aussi parmi vos clients, mais... Il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée parce que justement notre job à nous, je pense tant à Ariane qu'à Wine in Block, c'est de faire en sorte que ce soit le plus simple possible pour chaque domaine. Et une fois de plus, c'est de vous écouter parce que finalement un drop NFT, c'est aussi nous adapter à votre stratégie, à votre domaine, à l'image de nous, on a des domaines complètement différents. Qui ont des objectifs complètement différents avec leur stratégie NFT et Web3 ou blockchain même d'ailleurs. Donc non, c'est très simple, venez nous voir, on en discute et puis on adapte la technologie à vos besoins. Merci. Ouais, non, je rejoins exactement ce que tu viens de dire et peut-être sur la partie, comment dire, démocratisation, c'est-à-dire aujourd'hui, évidemment on est en phase de décollage de la technologie. L'année dernière, comme tu l'as rappelé, Blue Hen tout à l'heure, c'était vraiment spéculation sur les NFT. Donc, donc forcément, comme dans n'importe quelle innovation, il y a un effet de balancier. Mais là, aujourd'hui, on est en train de se rendre compte de vraiment tout ce que ça peut apporter, avec des cas d'usage très concrets, des exemples qui marchent. Et il est très probable, enfin nous on y croit, je pense tous, c'est que d'ici à 3 ans, à 5 ans, on aura tous un wallet avec les objets qui vraiment ont de la valeur pour nous, soit de la valeur financière ou de la valeur même émotionnelle. Ouais. Des objets avec lesquels, par exemple, je vais interagir avec la marque sans que la marque connaisse mon nom, mon adresse, etc., etc. Et là, du coup, ça ouvre des opportunités à la fois en tant qu'amateur de vin, on l'est tous, et que producteurs, il y en a certains, qui sont extraordinaires, à la fois en termes de fidélisation, de passeport du produit, etc. Enfin, tous les cas d'usage qu'on a vus ici. Donc voilà, n'hésitez pas, pareil, à nous poser des questions, à venir vers nous, parce qu'en fait, on accompagne selon, évidemment, les enjeux de chacun. Donc voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Si la bouteille est cassée, qu'est-ce que ça devient? C'est-à-dire que le double virtuel va continuer à exister de son côté, mais si dans le domaine, la bouteille est cassée, en fait, et que la bouteille n'existe plus dans le vrai, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, il faut nous le dire, on va ce qu'on appelle brûler le NFT. On le brûle, donc en quelque sorte, on le désactive, voilà. Oui. C'est ça. Mais il y a quelqu'un qui a perdu de l'argent quand même au milieu, puisqu'en fait, il y a quelqu'un qui a acheté. Ah, si la bouteille elle a été achetée, oui, il y a quelqu'un qui a perdu de l'argent, il va falloir le rembourser là. Donc il faudra ou lui donner notre bouteille, mais. Mais en fait, il y a 2 cas, parce que soit vous avez le NFT qui est lié à une bouteille, le NFT est propriétaire de la personne et en même temps la bouteille physique est avec la personne. Et vous avez un autre cas où la bouteille ne bouge pas, mais le NFT
lui est bien. Donc là, c'est fait deux cas vraiment complètement différents, parce que dans le cas où en fait les deux sont propriétaires, le NFT et la bouteille sont bien chez le propriétaire. Là, du coup, la question se pose pas vraiment, puisqu'en fait les deux sont transférés en même temps. Donc c'est vrai qu'il y a un peu les deux. Voilà, exactement. Alors je me suis fait un peu voler la question. Mais en fait, j'irai juste un peu plus loin. Je vois très bien quel peut être le rôle des NFT entre le monde réel et tout le monde expérientiel qui est tiré par le virtuel. Par contre, quand on place un NFT sur une bouteille, on place un NFT sur quoi? Sur la bouteille, sur le vin, sur l'expérience, sur quoi? Et quand la bouteille est vide, est-ce que le NFT est toujours actif ou a toujours du sens sur la bouteille, qui a peut-être une valeur, je ne sais pas laquelle, mais comment en fait vous faites le lien entre le NFT qui est lui le marquage virtuel de quelque chose et la bouteille qui est pas une seule chose, mais un liquide, une expérience, un moment, un bout de verre, etc. Alors, il y a plusieurs façons de le gérer. Ouais. Alors chez nous, par exemple, on a deux types de NFT. On va avoir des NFT adossés aux services et des NFT adossés à des bouteilles physiques. Alors si je prends le cas des NFT adossés à des bouteilles physiques, le NFT n'est associé à une bouteille physique que lorsque les bouteilles sont encore en stock à la propriété ou dans nos entrepôts. Dès lors qu'elle quitte, que quelqu'un demande à récupérer sa bouteille, on brûle le NFT. On fait comme si elle était cassée. De manière à ce qu'effectivement la bouteille ne puisse pas être revendue, le NFT ne puisse pas être revendu sans bouteille, parce que ça serait le risque. On n'a pas trouvé aujourd'hui de moyens techniques, nous en tout cas, on n'a pas trouvé de moyens techniques aujourd'hui de relier de façon absolument certaine. Ça va arriver, hein, on n'en est pas loin. Mais le NFT a une bouteille physique sans prendre le risque que les deux soient dissociés. Voilà. En revanche, sur la partie NFT service, c'est plus simple, puisque le NFT lui donne droit à des services, donc on prend moins le risque que y a moins de risques que sur la bouteille physique. Donc nous on fonctionne comme ça. NFT adossé à l'objet physique. Si l'objet quitte nos entrepôts, donc là on est garant bien sûr de la bouteille, de son authenticité, de sa provenance, ou le domaine. Sinon on brûle le NFT dès lors qu'il part, de manière à ne pas prendre de risque de contrefaçon en plus, donc aussi éventuellement. J'ai plusieurs questions. La première, est-ce qu'en Occitanie, il y a déjà un domaine, un château qui est parti sur les NFT, à votre connaissance? Non, mais il y en a beaucoup qui se posent la question. Très bien. Alors, et des très gros. C'est mon cas, c'est mon cas. Ça fait 2 ans que je suis avec beaucoup d'intérêt parce que mon fils, dans un tout autre secteur, est créateur de NFT. Voilà, j'ai essayé de comprendre, mais c'est compliqué. Il y a la maison Marler, je crois que tu me disais les Côtes de Gascogne fait partie de l'Occitanie, oui, donc oui. La réponse est oui. Voilà. Et question, le niveau d'investissement vis-à-vis de domaines et châteaux. Bien sûr, nous sommes tous tentés, je suis la première à être intéressée, surtout pour toucher les clients du monde entier à distance. Et si l'investissement s'avère onéreux, peut-être c'est repoussant. D'autre part, une bouteille physique, il faut quand même être raisonnable. En dehors des grandes bouteilles, des grandes cartes, acquérir un NFT lié à une bouteille qui a une carte de 5 ans, peut-être il n'y a pas tellement d'intérêt. À la fin, vous parlez de cette cuvée à 235 bouteilles, si ma mémoire est bonne. Tout le monde a des micro-cuvées. On peut tous raconter des histoires, mais pour le cas de Château La Bastide, j'ai 350 000 bouteilles à commercialiser par an. Est-ce que le NFT, certes, il y a un rôle à jouer, mais rentrer dans ces détails-là, ça me paraît comme pas une montagne, mais des montagnes à franchir.
Sur les NFT, parce que sur la partie traçabilité, passeport digital, ça peut faire du sens si vous êtes à l'expert. Sur les NFT, voilà. Sur les NFT, vous avez 350 000 bouteilles. Si vous êtes quoi, 70% export, 30% en France ou peut-être 60% à l'export. 70% dans le à monde l'export. entier. Oui, dans le monde entier. Ben, justement, là, je pense que l'expérience client, pour vous, elle fait du sens, par exemple. De manière à pouvoir rapprocher vos clients qui sont aux quatre coins du monde, les rapprocher au domaine. Vous avez certainement des distributeurs. Vous pouvez aussi organiser via le NFT, en tout cas, vous pouvez organiser des dégustations en partenariat avec les distributeurs locaux que vous avez. Vous pouvez aussi, vous aussi, créer votre communauté et à la rigueur, engager aussi vos intermédiaires et organiser des dégustations. C'est-à-dire que les clients qui font l'acquisition d'un NFT, ils vivent aussi des expériences. Ils ne vont pas venir forcément au domaine, mais vous allez pouvoir créer des événements peut-être en partenariat avec vos distributeurs, vos retailers, et puis vous allez pouvoir aussi peut-être leur donner accès à des millésimes plus anciens que vous devez avoir. Donc, ils font partie de la communauté de votre château, et comme ils font partie de la communauté, vous allez leur dire vous avez le droit cette année à des millésimes anciens. Il y a plein de choses à faire de manière à pouvoir vraiment dynamiser votre communauté, et puis avoir plein d'idées. Et justement, je pense que c'est... Pardon, j'arrête pas de parler. Justement, je pense que ça peut être aussi un bon biais. On le sait aujourd'hui que les techniques Web 2, elles arrivent un peu à essoufflement. Les mailings, plus personne les lit. Donc il faut vraiment innover, et je pense que le NFT, vous pouvez vraiment créer de l'interactivité avec vos clients, qui peut être, surtout s'ils sont à l'export. Moi je pense qu'à l'export, je dis pas que c'est forcément je vends notre technologie, mais je pense que ça fait encore plus de sens à l'export, parce que le client est encore plus loin, donc il a besoin encore plus de créer du lien. Pour moi, c'est comme ça qu'on fidélise les clients, et qu'on va continuer à vendre nos vins aussi partout dans le monde, parce que c'est quand même un enjeu crucial aussi. À la fin, je termine là-dessus. Les bouteilles contre-étiquettes qui présentent, c'est pas très romantique, c'est pas très. On est cerné par les QR codes, à plus en finir. On va bientôt créer, d'autres. Est-ce que c'est pas mieux dès le départ de créer des NFT artistiques pour donner une personnalité à la bouteille, à la cuvée, parce que l'histoire est aussi là. Une étiquette, c'est de l'art, normalement, au-delà de traçabilité. Ouais. Donc moi, quand je vois ça, je n'ai pas très envie d'acquérir ce NFT qui me paraît... Non, mais merci de la question. Je vais peut-être répondre sur celle-ci, puis revenir aussi un petit peu en arrière. Passera à la discussion. Complètement. C'est-à-dire que la façon de présenter le NFT doit être alignée avec... l'identité visuelle, l'ADN de la marque, comme on dit, etc. Donc là, c'est un parti pris de l'avoir fait, on va dire, avec un côté peut-être engagé commercialement, c'est-à-dire faites partie du club, avec un call to action, pardon pour l'anglais, qui est quand même très affirmé. Mais on a plein d'autres exemples sur lesquels, en fait, le QR code est intégré sur une contre-étiquette avec un jeu visuel, etc. On peut même associer la réalité virtuelle si on le veut, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites de façon très élégante et surtout très alignée avec le message qu'on veut communiquer. Donc tout à fait aligné avec ce que vous venez de dire. Si vous voulez faire quelque chose de beaucoup plus élégant, on va dire, ou plus discret, c'est tout à fait possible. Juste un point peut-être par rapport au budget. Je vais prendre un exemple personnel. J'ai passé 20 ans à l'export pour des maisons qui n'ont rien à voir entre elles. Je pense que un des enjeux, et je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure, c'est les coûts de marketing, le budget marketing qui sont de plus en plus importants, le cost of doing business. Je pense que votre cas, c'est probablement, à mon avis, le plus pertinent. Parce qu'en réalité, effectivement, on peut faire une cuvée de 500 bouteilles à 300, 400 euros et associer un NFT. À mon avis, ça a du sens, mais ça a du sens pour faire du membership éventuellement. Mais on ne peut pas faire de la communication de masse là-dessus. Imaginez par exemple que sur les 350 000 bouteilles que vous avez peut-être 2% des gens qui vont le scanner parce que vous avez bien mis le QR code, vous avez expliqué les bénéfices. 2%, c'est pas beaucoup, mais imaginons 2% sur 350 000. Et là, je suis pris au piège de mon calcul mental. Ça fait 7 000 personnes. Imaginez, vous avez déjà une base de données de 7 000 personnes. Elles peuvent être au Japon, en Allemagne, etc. C'est très dur d'arriver à 7 000 clients. Aujourd'hui, le coût d'acquisition dans les vins et spiritueux, parce que je l'ai lu avant-hier, c'est, je crois, maintenant c'est 35 à 40 euros. Donc imaginez le coût pour acquérir 7 000 clients. Donc c'est vraiment un système efficace.
Et là, on ne parle plus de la revente éventuelle. Bon, je sais que le marketplace est un modèle qui, mais c'est mon avis personnel, a une application limitée pour des vins limités, honnêtement, parce que bon, toute marketplace arrive à saturation, mais c'est un avis plutôt personnel. Mais je pense que le cas d'usage le plus pertinent et le plus puissant, c'est celui du passeport digital et de la fidélisation. Parce que là, on se réapproprie la communication avec le client final qui a depuis longtemps été perdue, sauf avec les clients qui viennent visiter votre domaine, etc., avec lesquels vous faites du B2C. Mais c'est quoi, 5-10% peut-être? Non, il y a plusieurs modèles. Moi, en fait, alors je vais parler du cas que je connais. Sur Ariani, il y a un accès en fait au SaaS, donc c'est-à-dire en fait au système de gestion de la plateforme, qui est un ticket d'entrée qui dépend un peu de ce que vous voulez faire, mais qui à l'échelle de budget marketing n'est pas forcément si élevé que ça, mais bon, c'est un ticket d'entrée pour que vous ayez accès à la plateforme, que vous contrôliez combien de récupération de NFT vous avez, etc. Et par contre, et ensuite vous payez à chaque fois qu'un NFT a été récupéré. Donc c'est même pas au mint, c'est-à-dire à la création de NFT, donc c'est pas 350 000 fois dans ce cas-là, mais s'il y a 2%, du coup ce serait 7000 NFT réellement réclamés. Donc en fait, si vous gagnez, on gagne entre guillemets, ou en tout cas la rémunération se fait sur un succès conjoint, on va dire. C'est ça qui est quand même important, parce que du coup, vous vous arrosez pas en fait le financement. Vous ne payez pas à chaque fois qu'un NFT est créé. Voilà, je réponds pour Ariani parce qu'évidemment, je ne connais pas trop les autres modèles. Mais non, on a à peu près aussi le même modèle économique. Donc, c'est effectivement un système de pourcentage sur l'acquisition des NFT de manière à ce que effectivement, vous ne soyez pas pénalisé si le NFT n'est pas réclamé, mais que effectivement, c'est un donnant-donnant, quoi. Donc, oui, nous aussi, c'est à peu près le même business model. Et ensuite, sur toute la partie plus, on va dire, hardware, c'est bien sûr un prix à l'unité en fonction des volumes. Merci. Mais généralement, ce qui est recommandé, c'est de faire un premier essai sur éventuellement une partie de la production. Et là, on peut commencer par les cuvées les plus prestigieuses, mais pas exclusivement. Mais mettons sur 350 000 bouteilles, peut-être commencer par le milieu de gamme et le haut de gamme, et ensuite de rendre ça, d'appliquer ça à l'ensemble de la production. Du coup, ça fait un test et c'est moins engageant financièrement. Exactement. On va clôturer. Il nous reste 10 minutes pour passer à la dernière session. Merci beaucoup Sylvie, Pierre-Adrien, vous restez avec nous. Et on va enchaîner. Merci beaucoup. On peut les applaudir. On a parlé Web3 et on va parler IA, parce que c'est le trend topic, encore plus que le Web3 finalement, le NFT, c'est presque has-been. Souvent quand on pense IA, on pense Big Data, IoT, on pense analyse marketing, profilage client. C'est bientôt l'apéro, 10 minutes encore. Puis en fait, il y a des domaines un peu plus improbables dans lesquels l'IA se manifeste. Et le vin en fait partie. Donc, comment l'IA peut-elle révolutionner le monde du vin? Je ne sais pas si on va y répondre en 10 minutes, mais en tout cas, j'accueille Marc Lambert, qui est directeur des opérations IA et Data chez Real IT. Marc Lambert, je vous laisse vous présenter, et puis vous allez nous dire pourquoi le vin et l'IA alors se marient-ils si bien? Bon, alors, merci pour cette invitation. Je suis un peu intimidé de me retrouver en duo sur ce plateau parce que c'est un bel honneur qui m'est fait de parler d'IA, mais on aurait dû être très nombreux parce que tout le monde en a parlé toute la journée. On pourrait en parler, être intarissable sur le sujet. Quand on parle d'IA, on parle de tout et parfois de rien. Alors je vais essayer d'être un petit peu concret. Quand on parle d'IA, on peut dire qu'on parle d'abord de technologie. Mais on parle de technologies qui reproduisent un mode de pensée qui est propre à l'humain. On parle de perception, on parle de capacité d'analyse, on parle de prédiction, chose qu'on est tout à fait capable de faire tout à fait naturellement, et que la machine devient de plus en plus à même de faire à peu près de la même manière. Alors je dis à peu près, je mets des gros guillemets parce que l'IA, on appelle ça l'intelligence artificielle. Alors sur le côté intelligence, je suis OK.
Sur le côté artificiel, moi je dirais qu'on peut le décliner en intelligence alternative ou intelligence augmentée. C'est-à-dire que ce n'est pas de la même intelligence que celle qu'on a, et l'intelligence artificielle n'est pas là pour nous remplacer, pour se substituer à ce qu'on fait, elle est là pour venir nous aider. Et donc, certains l'appellent copilote, ou copilot en English, mais il faut vraiment voir ça comme une aide, une assistance qui nous aide à être plus habile, plus agile dans un monde toujours plus complexe et toujours plus changeant. Voilà. Donc, juste pour répondre, avec un peu plus de concret, l'intelligence artificielle sert à mieux comprendre la multitude de données à laquelle on a affaire. Il y a toujours plus de données et c'est très difficile de l'appréhender. Elle a la capacité aussi de nous faire percevoir des données que nous-mêmes, en tant qu'humains, on n'est pas capable de percevoir. Par exemple, si je prends l'exemple de la vigne, un passage de drone sur le domaine est capable de déceler peut-être une maladie, de déceler un niveau de sécheresse, de déceler certains problèmes qu'à l'œil, on ne pourrait pas voir. Bon, ça aide au quotidien. Et après, l'IA ne s'arrête pas à l'exploitation, elle va tout au long du parcours du vin. Et donc là, il y a différentes technologies qui sont utilisées pour ça. Oui, parce qu'en effet, si on prend la chaîne de valeur du vin, on en discutait un petit peu brièvement quand on préparait cette discussion. Les innovations IA se situent à tous les niveaux, vigne, cave et vente. Vous pouvez un peu nous expliquer Alors, le maître mot avant IA, c'est data. Oui. Il n'y a pas d'IA sans data. Hein. Il faut bien comprendre que l'intelligence artificielle, il y a une aptitude que l'intelligence artificielle a par rapport à la programmation classique, c'est d'apprendre. Elle apprend en permanence et s'adapte par rapport aux informations nouvelles. Donc la capacité de l'intelligence à fournir des services à valeur ajoutée se trouve là où il y a de la donnée. Et il y a de la donnée potentiellement de partout. Après, il faut la mettre en œuvre, cette donnée. Il faut que justement, on parle de transformation numérique, de transformation digitale, qu'elle soit déployée et qu'elle soit mise en œuvre pour pouvoir produire de la donnée, créer de la valeur ajoutée avec cette donnée. Et quand justement la transformation digitale en arrive au point de produire une telle quantité de données que l'humain n'est plus capable de la traiter par lui-même, l'intelligence artificielle vient assister à la fois les personnes et puis le collectif pour pouvoir apporter des services de plus en plus performants. Vous avez quelques exemples en tête Alors, des exemples, je peux en redonner. Disons que les plus flagrants, ça va être dans la chaîne de distribution, sur le plan commercial. Je pense qu'on peut dire que l'IA générative, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a différentes formes d'IA. On parle d'IA générative avec ChatGPT, je pense que tout le monde en a entendu parler. Oui, on a Aubert et Mathieu qui a créé une cuvée à partir de ChatGPT. Exactement. Mais il y a d'autres formes d'IA. On parle de deep learning, on parle de machine learning. Donc ces différentes formes d'intelligence artificielle sont à utiliser de façon différenciée en fonction des besoins. Donc pour revenir à la partie canal de vente, le conseil au consommateur final, aujourd'hui on ne peut pas mettre quelqu'un qui est expert du vin, du domaine, on peut pas le dupliquer à l'infini pour que chaque client ait l'information qu'il souhaiterait avoir. Avec les chatbots, c'est pas encore parfaitement au point, mais par contre, avec les dernières avancées dont ChatGPT a fait la démonstration, il est fort à parier que ce service va être d'une valeur et d'une valeur ajoutée extrême. Donc on peut avoir
à la fois à proximité, mais surtout à l'autre bout du monde, un conseil qui sera le plus proche possible de celui que donnerait le producteur du vin, avec toute la passion, toute l'énergie et puis surtout tous les détails que pourraient donner les personnes qui sont à l'origine de la production de ce vin. Bon, après, ça ne s'arrête pas là. L'IA est capable de justement mieux cerner les envies et les besoins des consommateurs, mieux en faire la synthèse, et puis justement permettre aux producteurs de faire des évolutions de leur assemblage pour pouvoir mieux correspondre à ce qui est attendu sur le marché. Ça aidera certainement beaucoup. Et puis, dans les différents modes de production, l'IA, on parlait des différents outils connectés tout à l'heure avec les startups qui venaient pitcher. L'IA sera capable de collecter ces données et de les traiter pour en faire ou une synthèse plus compréhensible, ou alors tout simplement un contrôle de la production qui sera mieux géré parce qu'il sera continu tout au long de la vinification. Voilà. Et je reprends l'exemple des drones, oui, ou des robots dans les domaines auprès des vignes. Là, on a effectivement une capacité de percevoir l'environnement d'une autre façon. Je ne dis pas que ça va remplacer les gens, ça va apporter une vision différente qui permettra de traiter de traiter la vigne avec peut-être plus de souplesse en fonction des changements qui sont face à nous. Je pense au changement climatique. Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là puisqu'il est l'heure, mais on voit bien que IA, ce n'est pas seulement chatbot, même pas du tout. Dans les vignes, caves, chais, canal de vente, je pense qu'on aura matière à une prochaine édition à faire une table ronde dédiée à IA Data. On a parlé Web3 avant, il fallait faire aussi un choix. À la WineTech, une fois de plus, là vous avez des startups sur scène, mais on en a d'autres qui traitent de l'IA. Si vous allez sur le site lawinetech.com, vous verrez la carto de la centaine de startups, dont certaines illustrent parfaitement ce que vient de dire Marc. Notamment, on a beaucoup de startups capteurs IA, drones, etc. Merci beaucoup. Merci.